Eh bien, bonjour à tous. La bibliothèque de l'Alcazar est très heureuse aujourd'hui d'accueillir un collectif de citoyens qui s'est créé à la suite des terribles événements de la rue d'Aubagne. Donc, vous connaissez tous cet effondrement des immeubles, voilà. Et nous avons voulu aussi participer à tout ce mouvement en accueillant aujourd'hui des personnes qui vont témoigner et qui vont nous parler de tout ce qui s'est créé de positif et voilà, pour essayer de faire avancer les choses aussi à la suite de cet événement tragique. Voilà, je vais laisser la parole à Kevin Bachet, qui a eu la gentillesse de bien vouloir faire le modérateur de cette séance. Et je vous signale d'autre part qu'il y a aussi, qui va être mise en ligne sur le site de la Bibliothèque de Marseille, une exposition d'images immersives sur la rue d'Aubagne. Voilà, je vous remercie. Kevin. Merci beaucoup Laurie. Merci beaucoup du coup à l'Alcazar et aux bibliothèques de Marseille de nous avoir invités. Donc moi je suis sociologue et je suis militant au collectif du 5 novembre. Il me revient l'honneur de vous interroger aujourd'hui et de réfléchir ensemble. Alors je vous ai tous les 5 d'abord et ensuite il y aura 6 autres personnes qui vont intervenir et on va s'interroger ensemble pendant 1 heure sur la dimension mémorielle de ce qui s'est passé après le drame du 5 novembre 2018, sur les dimensions politiques, les conséquences politiques de ce drame et comment est-ce que des travaux artistiques ou militants ont pu forger une mémoire collective, populaire, marseillaise de ce drame et des événements qui sont produits ensuite. Pour rapidement introduire, en tant que militant, c'est quelque chose qui nous a beaucoup traversé depuis, je dirais, les jours qui ont suivi le drame. La question de l'expression populaire des habitants du quartier de Noailles, mais au-delà de l'ensemble des personnes évacuées dans la ville de Marseille. On a dépassé aujourd'hui les 5000 personnes qui ont été évacuées et les évacuations ont encore lieu avec des problèmes d'accès au droit. Ça nous a interrogé dès les premiers jours de savoir comment est-ce qu'on s'exprimait et comment est-ce que dans l'espace public, dans l'espace du quartier, mais l'espace de la parole publique aussi, on pouvait marquer une certaine mémoire populaire. Les premières initiatives qui ont été prises par le collectif du 5 novembre, ça a été par exemple l'installation de panneaux citoyens dans la rue, à 5 points du quartier de Noailles, de panneaux qui servaient de support à l'expression populaire, là où le quartier manquait de manière criante d'endroits pour s'exprimer et exprimer ce qui venait de se passer. Puis les crieurs publics sont beaucoup intervenus avec nous. Donc Fred et Guillaume, vous êtes là et vous allez pouvoir témoigner de ça. Pour pouvoir crier, c'était une initiative qui avait déjà existé à Noailles dans les années précédentes et qui a repris après l'effondrement. Donc pour pouvoir crier les paroles des habitants du quartier. Et puis toute une série d'outils ont été développés depuis 2 ans et demi qui ont permis de laisser un espace d'expression et de faire mémoire. Donc dans le collectif 5 novembre, on s'est toujours beaucoup interrogé là-dessus. Beaucoup de choses ont été dites sur les mobilisations pour le mal logement, contre le mal logement, après le 5 novembre 2018. Beaucoup de choses ont été dites par les médias, par des journalistes, ont été dites par des politiques, ont été dites par d'autres gens que les habitants et les personnes concernées. La création du collectif elle-même a été une intention de pouvoir laisser une chambre d'écho justement à cette expression populaire en évitant que la parole soit systématiquement accaparée. Et tous ces objets mémoriels-là, et aujourd'hui on va présenter beaucoup cet ouvrage qui est Marseille, place du 5 novembre, où Laurent, Lénaïgue et Serge ont travaillé dessus. Tous ces objets-là ont permis justement de se réapproprier cette mémoire et ont fait en sorte que ce drame puisse ne pas être oublié, là où beaucoup d'autres drames quotidiens peuvent être totalement oubliés. Et ça, il me semble, produit de l'activité politique, de la mémoire politique autour de ce drame-là, comme les collectifs militants à Noailles ou ailleurs ont permis de produire du politique par-dessus des choses qui sont souvent oubliées, déshumanisées, invisibilisées. Je parle évidemment de toutes les questions de mal logement, de précarité, etc. Cet ouvrage, c'est pas le seul objet mémoriel qui existe. Il y a eu des documentaires, des livres, des blogs qui ont été faits. Il y a eu des activités de l'ordre du social, du culturel qui ont été faites et qui vont se faire dans les mois et années qui vont suivre. On va en parler aussi après. Mais on va commencer par cet ouvrage-là. Donc j'aimerais déjà, pour commencer, peut-être passer la parole à Laurent pour que tu nous présentes l'initiative de cet ouvrage, comment est-ce que l'idée est arrivée et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, comment est-ce qu'il a été diffusé et travaillé avec les différents acteurs qu'on va voir aujourd'hui. Oui, bonjour. Alors, l'idée de cet ouvrage est arrivée à un moment où on s'est posé la question à l'intérieur du quartier
et où on s'est dit qu'on avait besoin de vraiment là pour le coup d'une mémoire réparatrice et d'une mémoire qui s'inscrive quelque part un peu charnel, un peu pragmatique, un peu même presque simple, quoi, une mémoire très simple. Et on a organisé un événement pour les Journées européennes du patrimoine 2019, du coup, un événement qui s'appelait Musée de la rue, rue du musée. Parce qu'à Noailles, on n'a pas de musée, mais on a une rue qui s'appelle la rue du musée. Du coup, on s'est dit, on va faire un musée dans la rue. Et ça sera notre musée à nous, le musée du quartier. Et donc, l'idée, c'était de demander aux habitants de verser à ce fonds, donc c'est devenu un fonds évolutif, et de verser à ce fonds un objet emblématique de la mémoire du quartier, de la mémoire récente du quartier, évidemment en lien assez direct, mais sous-entendu avec le drame du 5 novembre 2018. Mais il n'y avait même pas besoin de le préciser à cette époque-là, parce que ça faisait même pas un an que ça avait eu lieu. Donc, parler de la mémoire du quartier, c'était immédiatement relié au 5 novembre, et comme une plaie encore ouverte, quoi, forcément. Et donc, ces gens, il y a eu à peu près entre une toute petite trentaine d'objets qui ont été versés à ce fonds. Et chaque objet a été assorti d'un texte pour expliquer pourquoi la personne versée, voilà, désignait ça. Par exemple, Sadia, la patronne du bar du peuple, a versé à ce fonds-là un seau et une tyrolienne, vous savez, les espèces de pinceaux pour afficher dans la rue, pour faire du papier peint, quoi. Voilà, en disant que ça, c'était sans ça, il n'y avait plus de mémoire. Parce que la mémoire du quartier, à partir de là, c'était vachement affiché, vachement montré sur les murs. Et que c'était ça, les objets dont il fallait absolument se souvenir. Et pour ce jour-là, on s'était posé la question de pourquoi les rues s'appelaient comme ça. Et pourquoi la rue Estelle, pourquoi la rue Longue des Capucins, pourquoi la rue Polac. Donc on s'est dit qu'il fallait expliquer aux gens pourquoi dans ce quartier, au-delà de notre mémoire immédiate, pourquoi ces gens avaient traversé l'histoire et pourquoi on était encore en train de défendre leur mémoire alors qu'on ne sait même pas qui c'est. Donc les crieurs, quand des camarades sont allés à l'Alcazar justement, au rayon régional, recopier toute l'histoire des rues du nom de chaque rue, en expliquant pourquoi Estelle, qui est un échevin qui a importé la peste à Marseille, pourquoi il a une rue alors qu'il y a des gens beaucoup plus intéressants, peut-être qui ont fait beaucoup plus de bien à la ville, qui n'en ont pas. Et donc on est parti là-dessus, et on s'est rendu compte que la place la plus proche des effondrements n'avait pas de nom. Et qu'on en avait besoin, en fait. On avait besoin d'inscrire le nom de cette date dans la ville, d'une part, et on avait besoin de le faire sans retirer quelque chose, quoi. Sans retirer, parce que ça allait être un combat, et la douleur était tellement grande qu'il y avait un besoin de mémoire facile. Et le fait que cette place n'ait pas de nom, bah c'était évident que c'était là, c'est juste à côté. Et sur cette place, il y a le buste de Homer. Donc les gens l'appellent la place Homer parce que il est là. Et donc on s'est dit que ça, il fallait qu'on fasse passer cette place de la fiction d'Homer, qui est un personnage en plus de fiction, on ne sait même pas s'il existait, à la réalité du 5 novembre. Et que pour ça, il nous fallait un auteur, parce qu'on était incapable de le faire nous, on était capable d'inventer, on est capable d'archiver, d'aller dans des bouquins et prendre des notes, et puis écrire des textes, mais créer de toutes pièces quelque chose, c'était pas possible. Donc on s'est posé la question de à qui demander ça. Et est arrivée l'idée de Serge Valetti, parce qu'enfant du quartier, parce qu'homme de théâtre, parce qu'homme de l'oral. Et voilà. Donc on a contacté Serge pour lui demander de nous produire un texte qu'il a fait, qu'il nous a offert. Et ça a créé le baptême citoyen du 5 novembre 2019. Alors, est-ce qu'on commence par le texte ou par Serge? Est-ce que vous voulez... Moi, je pense que c'est bien. Serge, tu veux expliquer du coup comment tu as reçu cette proposition et comment tu as travaillé? Ce qu'il a dit, et je suis enfant du quartier, plus exactement, moi j'habitais rue Jean-Martin, je prenais le boulevard Chave ou le 68, et j'arrivais à Noailles, et puis j'allais chez ma grand-mère qui habitait rue Estelle. Donc c'est vraiment mon quartier, et puis j'allais chez le dentiste rue du Musée, où je souffrais le martyre. Et puis non, ça. Je me suis, quand j'ai eu l'appel de Laurent, et puis je lui ai demandé plus de détails sur ce qui s'était passé, et puis le texte de Laurent son mail. Je pense qu'il est là, il est aussi dans le livre, m'a servi de tuteur, quoi, pour pas
Parce que moi, spécialement, je suis quand même un peu spécialisé dans le comique, donc c'était quand même pas le sujet, ne prêtait pas du tout à rire. Et donc, je me suis fait guider par Laurent beaucoup, et j'ai donc écrit ce texte. Et bon, pour moi, c'était naturel d'en faire un acte gratuit pour moi, quoi. Voilà, c'était pas du tout une question de commande ou quoi. Et je vous dis parce que ce sont des rues et un endroit qui me parle. Voilà, j'ai essayé de dire ce qu'il me disait, d'écrire ce que ces rues, ces quelques rues très importantes pour moi me disaient, voilà, me parlaient. Fred, Guillaume, est-ce que vous voulez nous crier un des extraits du texte? Pas fort, pas crier très fort. On va peut-être pas le crier. Est-ce que vous pouvez juste avant nous raconter rapidement l'histoire des crieurs publics et le principe du dispositif et ce que vous avez fait dans le quartier ces dernières années? En fait, Fred et moi, on s'inscrit dans la tradition des crieurs publics d'Anoaï et dans d'autres quartiers aussi à la Plaine. Et nous, le principe, c'est vraiment de relayer la parole des habitants. Donc, on a posé des boîtes aux lettres longtemps où on recueille les messages qu'on lit dans l'espace public. Donc ça, c'était notre action, on va dire, mensuelle. Et puis c'est vrai que là, dès qu'on nous a contacté, dès qu'on nous a proposé en fait de crier le texte de Serge, on s'est posé tous les deux, on l'a découpé. Et je pense qu'on a pensé tout de suite effectivement au chœur antique, le coryphée, le chœur, et on s'est dit il faut qu'on soit plusieurs crieurs. On était 4 et voilà, et c'est comme ça que ça s'est construit en tout cas pour ce texte. Alors pour visualiser, pour se remettre dans l'ambiance, on est le 5 novembre 2019, c'est la tombée de la nuit et il y a une foule sur la place du 5 novembre, donc juste en dessous, 20 mètres en dessous de l'effondrement. Et là, on a 4 crieurs qui montent sur, si je me souviens bien, sur des poteaux, enfin un peu les endroits où vous êtes arrivés à vous caler, quoi, aux 4 coins de la foule, et vous commencez à crier le texte. C'est ça. On commence, bon, on va juste... On va pas tout le crier, évidemment, on va juste commencer au début. On commence par le début et puis on s'arrêtera. Marseillais, Marseillaises, vous tous, aujourd'hui ici rassemblés, regardez bien ce buste de notre grand ancêtre Homère. La tradition nous raconte que cet immense poète grec était aveugle. Mais il n'était pas sourd. Alors, le 5 novembre 2018, à 9h05 précisément, il n'a pas pu ne pas entendre cet énorme, ce terrible bruit, celui des effondrements des immeubles numéros 63 et 65 de notre aimée rue d'Aubagne, à laquelle il tourne le dos. C'étaient des tonnes de pierres, de parpaings, de clous, de planches de vieux bois rongés par l'humidité, de poutres vermoulues et pourries qui engloutissaient les vies de ses proches voisins. Et au milieu de cette fracassante déflagration, a-t-il aussi entendu leur dernier soupir? A-t-il aussi entendu les lamentations de tout un quartier qui perdait ses enfants? Homère, as-tu entendu l'incroyable cri de révolte qui soulevait notre ville? Et as-tu entendu les cris de tous ceux que l'on chassait précipitamment de chez eux? As-tu entendu toutes ces portes se refermer violemment sur les souvenirs des vies passées? As-tu entendu les bruits des chaînes et des cadenas vissés précipitamment partout dans Marseille? Et les gémissements de celles et ceux qui devaient affronter l'extérieur en pantoufles, ou même pieds nus, ou en pyjama. Et dans les appartements fermés, qui a entendu les miaulements des chats qui mouraient lentement de faim et de soif? La course des rats qui pullulaient dans les immeubles désertés, le suintement de l'eau qui s'infiltrait partout. Voilà. Merci beaucoup. Si je veux faire juste un petit commentaire dans ce passage-là que vous avez choisi, dans ce que tu as écrit, Serge, il y a un tout petit passage qui me marque à chaque fois que je le lis ou l'entends, c'est celui sur les chats. Les chats qui sont abandonnés, ça a été un vrai truc sur lequel on a beaucoup réfléchi. Ça a été une des batailles politiques que les collectifs ont menées face à la mairie. Ça a mis 1 an à obtenir
que les animaux de compagnie soient correctement récupérés. Et ça a été une des dimensions intimes des micro-drames qui ont suivi le grand drame, c'est-à-dire les évacuations, une des dimensions intimes qui ont très très régulièrement été rapportées par les familles. Le fait de ne pas pouvoir récupérer son animal de compagnie, certains sont réellement morts de faim, comme c'est dit dans le texte, quoi. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui en fait peuvent faire s'effondrer, basculer des trajectoires familiales, des relations parents-enfants qui sont extrêmement importantes, quoi. Je trouve ça assez important de l'avoir saisi à ce moment-là. Lénaïgue, c'est à toi. Tu as accompagné aussi ce travail en tant qu'illustratrice. Tu es également militante et tu as observé beaucoup d'autres collectifs militants, pas que à Noailles, mais dans le reste de Marseille. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, la façon dont tu as travaillé autour de cet ouvrage avec cette équipe-là et d'autres équipes également? Moi, avec quelques amis du collectif des habitants organisés du 3e arrondissement, c'est un collectif, c'est un syndicat d'habitants qui a été créé pour que les habitants du 3e puissent s'organiser et lutter ensemble contre les injustices qu'ils vivent. On s'était rendu cette fameuse semaine de novembre ensemble pour assister aux hommages rendus aux victimes, pour les victimes des effondrements. Et à la suite du texte que vous avez crié, on a été plusieurs à être saisis parce que c'était à la fois un texte pour la mémoire du quartier, c'était un texte populaire et c'était un acte artistique, ce qui arrive aussi rarement de pouvoir conjuguer toutes ces dimensions ensemble. Du coup, moi, le réflexe que j'ai eu, c'est de me dire il ne faut pas que ce texte tombe dans l'oubli. Je suis rentrée chez moi, j'ai recherché le texte. Après, il me semble que j'ai écrit à Laurent pour l'avoir. Et puis, j'ai commencé à l'illustrer. Effectivement, aussi, comme Serge, l'idée, c'était de le remettre aux personnes organisatrices de cette semaine, donc à vous. Et après, on a plus travaillé en équipe réduite. À partir du moment où on a décidé d'en faire un livre, avec Laura, Valérie, Laurent, et puis ensuite Alice, la graphiste. Et de là aussi est venue une réflexion aussi sur l'objet du livre. Comment est-ce qu'il allait être distribué? L'idée, c'était que tout le monde puisse avoir accès à cet objet. Avec donc un livre acheté, un livre offert. Et bon, peut-être je m'avance un peu trop. Ouais. Et après, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'essayer d'archiver, de témoigner, d'archiver des moments de lutte qui sont souvent invisibilisés. Et dans le collectif des habitants organisés, les illustrations vont servir à faire du lien entre les habitants pour qu'ils puissent avoir accès à leurs droits, mieux comprendre, mieux pouvoir se défendre, et notamment en termes de mal-logement. Et puis ça peut être restitué aussi des moments d'action, comme des évacuations en 2019-2020 pour des locataires qui étaient évacués dans le 3e. Et puis de là, effectivement, il y a tellement de choses qui se passent à Marseille que souvent ça me fait dériver auprès de d'autres collectifs. Ça a pu être le collectif des écoles de Marseille aussi, qui avait fait une grosse conférence de presse avec une analyse collective et des alternatives qui étaient portées ensemble. Voilà, en gros. Alors moi, j'ai peut-être une question pour vous deux, pour Serge et Lénaïgue. Comment est-ce que vous sélectionnez ce que vous racontez ou ce que vous ne racontez pas? Parce que quand vous intervenez comme écrivain ou comme illustratrice, vous êtes un médium pour une parole qui est a priori pas la vôtre, même si elle est en partie la vôtre, parce qu'en tant que citoyen marseillais, vous êtes évidemment pris également par les événements, mais vous restituez aussi d'autres paroles. Pour des crieurs, on situe, le texte est écrit, le médium consiste à le mettre en forme, à le mettre en scène, pas forcément à transformer le texte dans son contenu, plutôt son expression. Pour un écrivain et une illustratrice, par contre, les biais que vous pouvez apporter à un texte sont quand même extrêmement importants.
Et je pense à d'autres médiums que sont les médias, la presse, qui typiquement, eux, interviennent en ayant une idée extrêmement précise. Et on l'a souvent, enfin on le vit quasiment toutes les semaines ou 2 semaines, d'avoir un ou une journaliste qui nous contacte en ayant une idée très précise et des biais de perception parfois parisiens, mais des fois, mais pas forcément que non plus parisiens. Non, mais c'est vrai, des fois il y a un biais de perception parisien extrêmement fort, une méconnaissance du sujet en pensant que les évacuations n'ont lieu qu'à Noailles, une méconnaissance de l'ampleur sociale du drame en ne cherchant que le profil de la femme de chambre comorienne avec ses 4 enfants, hein, pour le dire de manière caricaturale, en cherchant à créer du pathos et de l'émotion. Et donc ce que je disais au début, ce qui a été raconté sur le grand drame et les micro-drames ont été extrêmement biaisés et extrêmement dit à la place des gens. Comment est-ce qu'on change de posture pour éviter cet écueil-là et faire différemment ? Disons que quand Laurent me contacte, je sais que ça va être dit en public lors de l'inauguration. Donc moi j'ai créé un texte qui va être utile pour ça. Je ne me préoccupe pas de savoir s'il va rester, si on va l'éditer. Je suis un homme de théâtre, on va dire. À 18 ans, j'avais loué le théâtre Mazenot pour faire une pièce. Enfin, je veux dire, et donc, quand j'écris, je ne me préoccupe absolument pas de littérature. Je me préoccupe de théâtre et que le public, enfin les gens du quartier, vont assister à l'inauguration. Ça, je le sais quand j'écris. Et donc, j'essaie d'écrire un texte le plus efficace possible, on va dire, voilà, dans ce moment-là, alors où apparaît, où transparaît comme ça des choses aussi pointues que le chat, qui n'a pas la parole, quoi. Voilà. Donc je parle pour ceux qui n'ont pas la parole, pour le chat, entre autres, voilà. Et c'est tout le but du théâtre. Finalement, c'est pas tellement ça devient évidemment, le théâtre devient de la littérature, mais c'est d'abord du théâtre, de l'oralité et du cri. Et aussi, il y a un décor, puisqu'il y a cette statue avec Homère qui est là, donc qui est quand même on va dire le premier écrivain occidental, même si on ne sait pas s'il existait. Moi, je sors d'une aventure de 10 ans où j'ai traduit toutes les pièces d'Aristophane, donc la mythologie grecque et tout ça, les dieux et tout ce qui nous accompagne, c'est très présent, quoi. Et puis Marseille, c'est fondé par les Grecs, quoi. Voilà, tout ça vient naturellement. Et puis, c'est pas rendre hommage, c'est raconter le plus finement possible pour provoquer des sentiments, des sensations, une sorte de toucher la vérité de ce qui s'est passé et des responsables aussi, parce que c'est pas l'immeuble, il s'est pas effondré tout seul. C'est une suite d'événements qui produisent ça. Et donc, il faut parler de ces événements-là. Donc, c'est ça qui me préoccupe. Après, il se trouve qu'après, le texte existe. Et puis, justement, elle dessine. Et voilà, on le transmet, on le crie. C'est fait pour ça. C'est pas un texte comme ça, poétique, que je me mets dans un coin. Non, il est vivant, ce texte. C'est assez difficile, je trouve, de pouvoir bien répondre à ta question. Moi, je dirais que dans l'immédiat, ce qui m'intéresse, c'est de valoriser la parole des personnes qui sont en action. Et c'est d'en garder une trace. Parce qu'effectivement, quand les médias arrivent, souvent, c'est les personnes qui savent bien parler qui vont prendre la parole. Et là, à travers le dessin ou à travers, ça pourrait être un autre média, l'idée, c'est quand même que les premières personnes concernées puissent s'exprimer et puissent être à la tête des luttes qu'elles veulent mener. Donc, il y a déjà ce travail un peu d'archiver. Et après, il y a souvent un travail d'enquête aussi pour pouvoir créer un objet qui soit cohérent. Et là, ça prend déjà plus de temps. Et puis, après, le fait d'être dans les collectifs, au bout d'un moment, tu poses le crayon et puis tu n'arrives plus à dessiner parce que tu es pris par les actions, tu es pris par l'actualité de ce qui se passe, par les urgences qui arrivent.
Et je pense que, moi, ce que j'aimerais faire, pouvoir archiver un petit peu ces luttes, j'imagine que c'est un travail qui prendra des années, quoi. Et il y a tellement de choses qui se passent que souvent ça va trop vite pour pouvoir tout garder. Non, je demande la parole à Kevin. Mais je te la donne volontiers. Oui, pardon. On a oublié de dire une chose, c'est que, en fait, ce baptême de la place du 5 novembre, il se tenait au sein d'une semaine de commémoration qu'on a organisée. C'est-à-dire qu'au sein du quartier, on a organisé quand même une semaine entière de commémoration, avec tous les soirs quelque chose. Et le but de ces commémorations-là, c'était de passer de l'ombre à la lumière. Et on est vraiment parti là-dessus. La thématique, c'était ça. C'est de dire, on a vécu une année d'ombre, maintenant, il faut que ce soit la lumière. Donc, on est vraiment parti sur quelque chose de très vivant, de très animé, de très joyeux. On a essayé d'être joyeux, quoi. Et on a réussi à le faire. Même si le soir, au moment où les crieurs ont posé les plaques sur les murs, on était la moitié de la place à chialer parce que même là, ça me refait un truc, mais parce que c'était hyper émouvant, mais c'était une émotion de joie, quand même, de fierté. On était hyper fiers de ce moment, vraiment hyper fiers. Et quand c'est devenu quand c'est devenu un bouquin, on s'est demandé un bouquin, un petit livret, c'est quelque chose d'assez humble. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc on a créé une souscription où en fait chaque livre acheté par les gens en souscription générait un livre offert aux habitants du quartier. Et ça, c'est vachement important parce que, donc où ça me vient, c'est un peu mièvre, mais bon, je suis un peu ému, donc je le dis. Serge, dans son texte, il est parti sur le fait que Homer était aveugle, mais il n'était pas sourd. Donc il parle énormément de tout ce qui est Louis, tout ce qu'il a entendu. En fait, il décrit tout le drame par comment il a entendu. Et personne n'a rien vu, forcément, à travers ça, parce que Homer était aveugle. Et du coup, quand on va sortir ce truc-là, on a essayé de retrouver un autre sens et le toucher, en fait. Rentrer chez les gens et leur donner et retrouver du toucher entre nous, de se renouer quand même. Donc c'est un peu cuculapraline ce que je raconte, mais ça participe de quelque chose qui continue quand même dans un geste comme ça qui est purement généreux, et d'un coup il trouve la piste de Homer qui est aveugle, il n'est pas sourd, et puis après nous on passe par là, puis on en fait ce truc là, Léna passe par là ce soir là, elle nous offre les dessins, donc on se dit on peut pas laisser ça dans un tiroir, donc on est obligé de faire quelque chose, en fait on se retrouve investi malgré nous pour faire quelque chose, et puis ça devient ça, et puis ça devient cette idée d'aller toucher les gens chez eux, on tape à leur porte, bonjour, on vous offre ça, et on boit le thé. Et donc, justement, je vais faire la transition avec des gens qui ont participé à cette distribution. Ça marche bien. Et juste rappeler une chose, c'est que 1 an après donc, cette date-là, du 5 novembre 2019, donc la date du baptême pirate et citoyen, parce qu'il faut se rappeler qu'on l'a fait sans aucun accord d'aucune institution, et qu'on a nous-mêmes bloqué les rues, on a mis de la rubalise et des barrières Vauban, et on a dit aux gens, maintenant, plus personne ne passe dans le quartier, c'est chez nous, on rebâtit cette place et on se l'approprie. 1 an après, c'est passé au conseil municipal et la place s'appelle officiellement la place du 5 novembre. Donc ça, c'est quand même une sacrée victoire sur l'histoire. Mais Google l'avait déjà renommé. Google, grâce à Laura, qui s'est acharnée et qui tous les jours a essayé de faire référencer la punaise de place du 5 novembre en disant c'est là, Google a fini par enregistrer que place du 5 novembre à Marseille, c'était cette place-là. Et donc maintenant, à partir de quelques mois, juste après le baptême, quand on tapait sur Google place du 5 novembre, ça nous amenait là. Donc on avait déjà des plaques, la mémoire de ça, Google, bon, il manquait plus que la mairie, voilà. Donc voilà, c'était juste pour faire la transition avec les personnes qui ont participé aux distributions dans le quartier, parce que quand on a remis le bouquin aux souscripteurs, aux gens qui l'ont préacheté, en fait, en même temps, ces personnes-là qui avaient acheté le livret étaient invitées à aller le distribuer chez les habitants. Voilà. Donc, eh bien, on va faire la transition comme ça. Donc j'ai ma deuxième vague qui est là. Donc du coup, on a entendu tout à l'heure les amis qui ont raconté l'histoire de l'ouvrage Marseille place du 5 novembre, et à travers ça toute une série d'histoires d'expression populaire et de mémoire politique qui se sont faites, qui sont cristallisées dans cet ouvrage-là. L'idée avec vous, c'est de discuter maintenant de la continuité de cet ouvrage, de ce que ça a pu produire, et d'autres formes de traces qui ont pu être mises dans l'espace public, d'autres formes de production artistique qui ont des fonctions différentes, qu'elles soient populaires, politiques, psychosociales, artistiques. Et donc,
Pour commencer, Laurent nous parlait juste avant du dispositif qui a été créé autour de cet ouvrage, qui était le fait de le diffuser, donc la façon dont il a été diffusé. C'est-à-dire qu'un ouvrage était acheté, un second était acheté en même temps, un peu comme le principe des cafés suspendus, et ils ont été distribués dans le quartier, autour de la place du 5 novembre. Et donc Habib, Jean et Stéphanie, vous avez participé à la distribution, donc vous avez été les transmetteurs de cet ouvrage, vous avez disséminé ce petit livre à travers le quartier. Donc je voulais vous demander quelle interaction ça a produit, comment ça s'est passé très concrètement, comment est-ce que le livre a été reçu, quelles discussions vous avez eues en passant de porte en porte, d'immeuble en immeuble et en faisant passer ce livre. Oui, bonjour. Alors déjà, quand j'ai reçu l'offre de la proposition de souscription, j'ai trouvé ça super chouette, le fait en fait d'acheter un livre et qu'en achetant un livre, il y en ait un second qui puisse en effet être distribué. Et du coup, j'ai pris 2 souscriptions déjà d'office pour pouvoir en partager une aussi avec Abid. Parce que je pense que en fait, chacun a un ressenti du drame et du vécu qui lui est très personnel. Et par ailleurs aussi, on a un vécu commun aussi dans l'espace public qu'on a. Et ce vécu, on l'a parce qu'on est tous les jours à se côtoyer et donc on a une partie de nos voisins qui ont disparu dans ce drame et tout ça on l'a vécu ensemble. Donc je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir le partager et je voudrais, parce que je ne sais pas si on l'a bien vu et si on peut zoomer sur la couverture. Pareil, quand j'ai vu la couverture, elle m'a beaucoup plu. En plus, j'ai eu la chance de la voir en grand format parce que c'est comme de la dentelle. Et en effet, Marseille, c'est ça. On est tissés les uns avec les autres et j'ai trouvé ça magnifique. En fait, c'était une belle découverte. Et donc d'aller offrir cet objet, parce que c'est un objet, et c'est un objet qui du coup va laisser trace de ce passé qui est douloureux pour nous, mais avec un ton joyeux, parce qu'on a besoin de ça aussi, parce qu'on a été beaucoup trop empreint de tristesse et de colère, et ce ton joyeux, cette forme de bande dessinée, ça peut ça nous fait du bien, et ça laisse cette trace. Voilà, bon, ça c'est ce que j'avais envie de dire. Alors juste, peut-être, et après je passe la main, au moment du toc-toc, enfin du toc-toc, on avait les crieurs quand même, on avait les crieurs qui alertaient qu'on était par là, mais on sonnait, et puis des fois ça ouvrait pas. Et puis je comprends, c'est bon, on a assez sonné chez nous, si c'est pour être évacué, si c'était pas toujours pour des bonnes nouvelles, et là on sonnait pour donner quelque chose. Mais on rentrait à nouveau dans l'intime des personnes. Donc il y a eu des immeubles qui n'ont pas répondu, ils n'ont même pas ouvert du tout, et peut-être il y avait du monde. Et puis un immeuble où il y a une personne qui a fini par ouvrir et par dire mais de toute façon je suis tout seul ici, je suis tout seul et puis bientôt il n'y aura plus personne. Donc ça rappelait aussi un peu ça, parce qu'en effet son immeuble était en train d'être vidé pour des travaux et c'était douloureux pour lui, parce qu'en fait voilà, on subit toujours ce qui se passe à Marseille. Et puis quand même, pour finir sur une touche un petit peu plus sympathique, il y en a un autre que je me rappelle, c'était rue Château-Redon. On sonne et puis on monte dans les étages
Et là, il y a un homme qui nous ouvre à la porte, parce qu'on faisait toc-toc aussi aux portes. On était un peu intrusifs. Hein. Et on faisait toc-toc aux portes et il nous ouvre. C'était une personne âgée et on lui explique le livre et tout. Puis il nous dit, mais je peux en prendre un deuxième. C'est pour ma voisine étudiante, elle n'est pas là. Et vraiment, elle sera trop contente. Et voilà, elle ne peut pas manquer ça. Et donc, il a pris pour sa voisine étudiante. Et ça aussi, c'est les liens qu'on a aussi dans notre quartier. C'est pas toujours facile à vivre à Noailles, mais d'un autre côté, on a ces liens-là. Voilà. Je passe à... Jean, Abid, quelles sont vos mémoires de... Bonjour. Je vais partir de la mémoire, en fait. Enfin, je vais être très court. Déjà... au moment de la souscription, il y avait, là je parle de mon cas personnel, il y avait deux choses qui me sont venues en tête, c'est faire partager du coup ce qui s'est passé dans le quartier aux gens, même d'autres quartiers de la ville qui, au bout d'un an, avaient oublié, enfin pas oublié, mais il y avait je pense peut-être aussi c'était plus aussi présent dans leur esprit, donc c'était faire profiter à d'autres gens d'autres quartiers, rappeler ce qui se passait et ce qui se passe encore dans le quartier, et aussi des gens d'autres villes. Donc il y avait vraiment cette idée-là. Après, ce qui m'a vraiment plu avant toute chose, c'était cette idée d'aller retourner voir les gens, partager avec eux et offrir cet ouvrage, qui était vraiment le cœur. Et du coup, c'était assez passionnant. Donc, et surtout, c'était aussi du coup, l'occasion de retourner chez les gens, d'aller les voir de façon simple et de leur offrir quelque chose. Beaucoup d'immeubles sont vides, mais on rencontre aussi du coup à ce moment-là la diversité de Noailles, quoi. Donc des appartements qui sont insalubres à côté d'appartements très très beaux, des lofts, des gens très différents. Donc ce qui est aussi la richesse du quartier, quoi. Donc ça c'est super intéressant. Et moi ce qui m'a assez marqué aussi du coup, c'est dans cette logique de mémoire, c'est quand on va vers les gens, qu'on leur parle, qu'on leur présente le bouquin. Ils vont d'abord parler, donc on est 2 ans après l'effondrement. Les premières choses dont ils nous parlent, c'est leurs problèmes quotidiens. On est revenu 2 ans après, en fait, à ce qui n'a pas changé dans le quartier. C'est-à-dire qu'on va parler de ces problèmes, des punaises de lit. Il y a beaucoup aussi de questions qui vont être abordées, aussi avec des avis contraires, contradictoires entre les gens. Donc on a comme malheureusement un retour à la normale, en fait, qui n'est pas obligatoirement très positif. Et après, quand on tombe dans le bouquin et dans la mémoire, on a ce lien qui revient. Donc c'est aussi, c'est ça dont je voulais parler aussi par rapport au moment de la distribution, c'est que c'est toujours prégnant chez tout le monde en fait. Tout le monde en a la mémoire de ces effondrements. C'est ce que partagent les gens, mais maintenant on a cette diversité aussi du quotidien et du réel qui revient par-dessus. Donc je pense que du coup le devoir de mémoire est aussi vraiment important. Donc voilà, voilà, c'est tout. Merci. Bonjour. Voilà, moi je m'occupe de la rue de l'Arc. La plupart des gens qui sont morts ce jour-là, je pense qu'il y a un peu de moi qui est mort aussi. À chaque fois qu'on parle d'eux, c'est un peu dur. Je pense que j'arrêterai pas de les oublier. Voilà, merci. Merci. Tu veux dire autre chose ou non, pas du tout. Ok, ça marche. Aucun souci. Aucun souci. Vas-y, Suzelle, tu veux dire quelque chose? Je n'ai pas assisté à toutes les premières discussions, mais de ce que j'entends, je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai et que tu exprimes aussi, c'est que si on a tous été touchés par ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y a des intensités et il y a, on va dire, des traumatismes, des chocs qui ne sont pas les mêmes chez les uns et les autres, et que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tous essayé de prendre en compte, c'est ne pas s'approprier non plus la peine et la souffrance des autres, mais à la fois être dans quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement et peut-être de la sublimation. Mais c'est vrai que le réel est tellement présent encore, et ce qui s'est passé est tellement présent encore qu'on ne peut que être en respect par rapport à ça. Et voilà, ça c'est forcément dans tout ce qu'on entreprend, je pense, une évidence.
Peut-être Laura, donc toi tu habites juste à côté de l'effondrement et tu fais partie de l'association de Noailles Debout. Et justement, c'est la façon dont on est touché, cette dimension traumatique que chaque habitant du quartier ou pas, d'ailleurs, a à sa manière, quoi. C'est un truc qui vous obsède comme question dans votre activité. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors c'est marrant que tu emploies le terme d'obsession parce que c'est justement... Parce que je te connais, c'est pour ça. Alors c'est pas un trait de personnalité, c'est quand même un effet pathologique d'un choc en général, parce que la mémoire saine, justement, c'est assez paradoxal. La mémoire saine, en fait, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle oublie. Et quand il n'y a plus la capacité d'oublier, il y a un souci. Et du coup, je voudrais dire ces deux petites choses qui sont assez contre-intuitives au fond. La première chose, c'est celle-là, c'est qu'en fait, c'est un projet de mémoire qui vise à nous permettre en fait d'oublier d'une certaine manière. Et c'est aussi un projet de mémoire qui se passe à un moment, je dirais, contemporain. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas de quelque chose qui est très très loin. On parle de quelque chose dans lequel en fait, on est encore pris. Et c'est une histoire qui est tout à fait récente. Et on en fait pourtant une espèce d'œuvre de mémoire. Je ne sais même pas encore exactement si on peut le nommer comme ça. Mais parce que, en fait, moi, j'aimerais bien qu'on distingue les termes de mémoire avec celui d'histoire, peut-être pour clarifier un petit peu, en tout cas à minima, mon propos. On a commencé à s'intéresser à ces questions de mémoire, je dirais un peu comme tu l'as rappelé, Kevin, au tout départ en fait, de la crise humanitaire, ce qui a été une crise humanitaire avérée. Et donc, on est à un moment paroxystique de violence, d'expulsion, pour ne pas répéter évacuation, parce que là, voilà, pour évoquer aussi la violence de ces évacuations, qui ne sont pas simplement le protocole de mettre des gens à l'abri, qui se passent vraiment dans des circonstances qui elles-mêmes affectent énormément nos mémoires, qui restent gravées. Les gens ont toujours en tête les circonstances de leur expulsion, autant que celles de l'effondrement et que de la mort des voisins, etc. Donc, tous ces événements traumatiques, parce que ça vient décrire, c'est un mot qui fait un peu peur, mais ça vient décrire, au fond, la manière dont la mémoire vient protéger le cerveau de la souffrance de ce qu'il est en train de vivre. Donc du coup, le cerveau développe des mécanismes de défense qui inscrivent au fond ces mémoires-là sur le tissu mémoriel et qui font qu'en fait, en effet, elles obsèdent, elles reviennent comme un disque rayé qui ne peut pas oublier. Et donc ça saute et ça répète et ça répète et ça encombre énormément. Et du coup, on en est venu très rapidement à ces questions-là. On a commencé par la commission ancrage au sein du collectif du 5 novembre en février 2019. Donc on est vraiment à 3 mois des effondrements, dans un moment où c'est le pire c'est le pic en fait de la crise en termes d'expulsion, en termes de gens à l'hôtel, en termes de catastrophes humanitaires. On est vraiment au moment paroxystique. Et pourtant, c'est le moment où on fonde la commission ancrage qui vient tâcher de réparer les vivants, excusez-moi de citer ce titre de roman très célèbre, mais au fond, c'était aussi le sens de ces commémorations qu'on a appelées Noailles debout, que Laurent a rappelé, parce qu'on s'est dit, en fait, OK, là, on est contraint et soumis à un agenda qui n'est pas le nôtre, à réparer en permanence les catastrophes qu'on ne crée pas, et le quartier se vide. Il y a 10% de la population qui est sortie du quartier, qui a été expulsée du quartier. L'enjeu, là, c'est de ressouder les rangs, de resserrer les mailles, et de se tenir tous à nouveau, de remonter tous à nouveau sur le navire pour donner à nouveau un cap, une direction, et refaire équipage pour s'inscrire à nouveau dans ce quartier. Et très rapidement l'expression, et au fond très rapidement cette histoire de mémoire qui nous est apparue à la fois comme un enjeu, je dirais, de santé mentale, pour le dire comme ça, c'est peut-être des mots qui sont un petit peu grands, mais au fond, la proposition est venue. Elle est venue de Christine Breton, qui est patrimonialiste, qui est historienne, et qui a apporté cette proposition-là d'utiliser le patrimoine comme un outil pour nous. Et à ce moment-là, en effet, Laurent l'a réévoqué, arrivent les JEP, donc les Journées européennes du patrimoine. Et moi, à titre personnel, qui était embarquée dans ce projet-là, je ne percevais pas encore vraiment l'intérêt ou l'horizon avec cette histoire de patrimoine et d'histoire. Par contre, je voyais très très bien que la mémoire psychique, la mienne, celle de mes voisins, celle des gens avec qui je vivais au quotidien, était impactée parce qu'on se racontait des cauchemars qui étaient récurrents, on se racontait des perceptions auditives qui étaient modifiées, des craintes, des nouvelles appréhensions, des sensations et tout un tas de perceptions qui étaient différentes, qui étaient modifiées, qui étaient envahissantes, en fait, invasives. Et du coup, en effet, la première des commandes, ça a été, enfin, la première des
le premier des travaux qu'on a fait sur la rue du Musée, ça a été de proposer à nos voisins de venir verser au pot commun justement ces bouts de mémoire qui encombraient, qui étaient déchirés et qui sautaient comme ce disque rayé, de les remettre au pot commun et de les remailler, de les retisser ensemble pour se fabriquer à nouveau un filet de sécurité qui nous contienne tous et qui nous protège en fait de l'arbitraire de ces violences. Parce qu'au fond, quand on est victime d'une violence et que donc on est affecté de manière traumatique, il y a tout un processus qui vise à la résilience étant ce mécanisme qui permet aux matériaux déformés de retrouver sa place initiale, sa forme initiale. Mais là, l'enjeu, c'était pas de retrouver la place initiale. On avait été, nous, en effet, très déplacés par le souffle de cet effondrement. Mais il ne s'agissait pas qu'on retourne là où on était avant, parce que là où on était avant, c'était aussi les conditions qui avaient permis que ça se passe. Et donc, en se déplaçant, en prenant la place, l'enjeu, c'était de venir définir et de conforter ensemble cette posture commune qui nous permettait de prendre place, en fait. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a intitulé le premier volet de nos travaux. Et donc, pour ces JEP, l'enjeu, c'était ça, de faire cette collection de mémoires déchirées qu'on retissait, qu'on réparait nous-mêmes, en fait, et qui nous permettait aussi de nous inscrire collectivement dans une trame de narration commune qui venait aussi, gommer l'arbitraire de la violence qu'on avait subie pour soi. Parce que ce qui était très impensé, ce qui reste toujours très impensé, c'est la dimension collective de cet affect. Stéphanie, tu l'as très bien souligné, Abid aussi, et tous autant qu'on est, en fait, on le vit depuis nos propres intimité, intériorité, nonobstant, on a vécu la même chose ensemble et ça nous fonde un commun. Et donc l'enjeu de ce travail de mémoire qu'on est en train de retisser, etc., je le disais au départ, c'est un peu contre-intuitif parce qu'au fond, il vise moins à raconter une histoire qui se serait passée qu'à venir réparer une histoire qu'on est en train de vivre. Et en ça, c'est extrêmement politique. Je vais citer à titre d'illustration quelque chose qui nous a, qui est très, au fond, moi c'est un peu mon storytelling, mais c'est un peu comme ça que j'y suis arrivée à cette affaire. C'est qu'en préparant la rue du Musée, donc qui est cette exposition qu'on a faite en septembre 2019, en préparant ça, en effet, on est monté à l'Alcazar pour voir ce que la mémoire avait déjà valorisé. C'est-à-dire que nous, on navigue dans une ville qui prête des noms à des rues, et qui valorise toute une histoire de laquelle on n'a pas participé, mais qui, au fond, imprime donne des contenus aussi politiques à nos existences urbaines. Et du coup, donc, on est monté à l'Alcazar pour s'enquérir, en fait, de ce que la mémoire avait valorisé et retenu. Et on s'est aperçu, mais vraiment par hasard, on a trouvé par hasard que le pont qui enjambe le cours Liotto s'est effondré sur la tête des ouvriers le 5 juillet 1867, sans qu'aucune mention, aucune plaque ne fasse mention de cet effondrement, ni de la mort de ces ouvriers, à quelques mètres à peine de cet effondrement dont on était encore en train de raconter l'histoire. Et du coup, là, en fait, on s'est pris un peu une claque, parce qu'on s'est dit, oh là là, le risque est complètement avéré que dans 150 ans, des voisins montent et fassent la même chose que nous, montent à l'Alcazar et vérifient dans les livres d'histoire ce que la mémoire retient, et qu'en fait, ils tombent par hasard donc, sur la petite mention, parce qu'il y a des plaques nulle part, c'est retenu nulle part, qu'en fait, voilà, des gens sont morts à la rue d'Aubagne. Et là, on s'est dit, en fait, on ne peut pas, parce que ce qu'on appelle le devoir de mémoire, moi, ça m'a frappé à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, c'est pas tant un devoir qu'une responsabilité. On a beaucoup parlé de la responsabilité. Qui est responsable des effondrements? Qui est responsable de chaque chose? Et au fond, c'est là où je me suis aperçue qu'en fait, on avait, nous, la responsabilité de l'écrire, cette histoire, puisque de toute façon, elle n'était pas en train d'être écrite. Donc, en fait, on était récipiendaire de cette responsabilité qui nous encombrait aussi, en fait, qui est celle qu'on porte énormément, qui est lourde à porter d'ailleurs, parce que le fait que nous, on soit au kilomètre zéro, donc moi, par exemple, j'habite à 20 mètres des immeubles effondrés, je suis la voisine de Stéphanie et de Abid, qui sont là aussi, et le fait de vivre aussi proche d'un drame et d'une catastrophe, ça confère, dans le monde dans lequel on vit, une forme de légitimité politique à ce qu'on appelle du coup des victimes, mais pendant une petite fenêtre de temps, c'est-à-dire que ça dure pas très très longtemps, enfin en fonction de la gravité de l'événement, cette légitimité, elle dure ou pas. Et donc on s'est dit, on doit saisir cette légitimité, on est responsable de le faire parce que sinon personne d'autre ne l'a autant que nous, cette légitimité-là, on doit raconter cette histoire. Donc là, on est en train d'entamer un processus de mémoire avec le musée d'histoire de la ville, donc en fait avec la ville d'histoire, mais via son musée d'histoire, à travers une convention qu'on a montée qui s'appelle la rue du musée, et qui vise donc pas tant seulement à écrire l'histoire, sinon à réparer le présent tout de suite, par ce processus de résilience et de prendre place qu'on est en train d'évoquer, par déjà l'étape numéro 1, c'est-à-dire la reconnaissance de la violence institutionnelle qui s'exerce dans les villes sur des territoires disqualifiés. Alors, j'ai dit plein de choses différentes, mais on est à Noailles sur un territoire qui est visé par la requalification urbaine, par une requalification. C'est-à-dire qu'on va venir
qualifier à nouveau ce territoire qui, de facto, s'en trouve disqualifié, puisqu'il faut le requalifier. Et donc, ça rejaillit, cette disqualification, sur des habitants dont on voit bien qu'ils sont abandonnés depuis un certain temps et qu'ils ils sont pas sur la même... ils sont pas sur le même pied d'égalité que d'autres habitants dans la ville. Et donc, cet état de fait-là, cette différence, cette inégalité est une forme de violence institutionnelle qui affecte la santé. On le voit à travers l'insalubrité, on le voit à travers donc, les affections physiques de santé. Mais là, on le constate, cette violence invisible, cette violence psychologique, cette violence de l'indignité, comment est-ce qu'elle peut aussi affecter la santé mentale des habitants dans les quartiers disqualifiés. Et pas qu'à Noailles, mais donc nous, on se saisit de cet exemple-là pour essayer de modéliser, de faire un exemple, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut collectivement penser l'affect de la violence institutionnelle dans la ville sur les territoires disqualifiés, et de quelle manière est-ce que la culture, la médiation artistique et les alliances nouvelles qu'on est en train de créer, de monter, d'expérimenter dans ce processus de recherche-action nous permettent, je vais raccourcir, donc de faire mémoire et de réparer le présent. Voilà. Merci. Tu as beaucoup insisté tout à l'heure au début sur le langage pour désigner ce que j'ai appelé moi tout à l'heure les microdrames qui font suite au grand drame, expulsion, évacuation. Je me souviens très bien à un moment donné où on a switché dans le récit qu'on faisait de ce qui était en train de se passer, où on était dans une assemblée de quartier qui devait être en novembre ou fin novembre, début décembre 2018, dans ces eaux-là, où quelqu'un s'emporte, un monsieur s'emporte, je sais pas qui est, enfin je connais son visage, mais je sais pas qui c'est exactement, et qui s'emporte et qui dit mais arrêtez d'utiliser ce mot évacuation, qui était le mot institutionnel, normé, légal de ce qui se passait. Putain, on s'est fait déloger, quoi. Arrêtez de nous dire qu'on s'est fait évacuer, putain, on s'est fait déloger, quoi. Et à ce moment-là, il y a eu un basculement dans la façon dont on racontait ce qui était en train de se passer. On était beaucoup à être soit en risque d'être évacué, délogé, expulsé, suivant comment chacun a envie de le dire. Certains parlaient même des réfugiés. Il y avait un lapsus de langage que j'ai entendu régulièrement. Des personnes disaient, pour parler des personnes qui avaient été délogées, disaient les réfugiés. Et ce qui était, je crois, assez marquant sur le type de récit, à quoi ça renvoyait, le type d'imaginaire, à quoi renvoyait cette situation dont tu as rappelé qu'elle a été qualifiée par Médecins du Monde de crise humanitaire et par d'autres. Ça renvoyait bien à un déplacement de personnes réfugiées, quoi. Donc, on ne peut pas comparer stricto sensus, évidemment, la situation de personnes réfugiées d'un pays en guerre ou ce qui s'est passé à Marseille, mais c'était bien ces imaginaires-là qui étaient convoqués, quoi. Ce qui me permet de faire une transition, c'est que je le disais tout à l'heure, c'était donc 450 personnes qui ont été évacuées autour du périmètre de sécurité à Noailles. Et puis rapidement, dès le surlendemain de l'effondrement, il y a eu une vague d'évacuation encore en cours, 2 ans et demi plus tard. Plus de 5000 personnes qui ont été délogées dans la ville. Sharon, toi, tu as été délogée, je ne sais même pas où exactement, mais en tout cas, tu as monté un projet artistique pour raconter tout ton parcours de délogement et ton voyage à travers Marseille. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Qui est parfois un peu courte, mais elle est toujours présente. Je le vis encore aujourd'hui. En fait, moi, j'ai été évacuée. Moi, je peux faire déraciner le 6 mars 2019. Le quartier de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement, le plus pauvre de l'Europe. C'est notre claim to fame. C'était quelque chose de très violent. Je pense que je ne m'étais pas tout à fait rendu compte au tout début parce que j'ai quand même fait prendre une photo ce jour-là pour le mettre sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'est-ce qui se passait. J'ai atterri à l'hôtel le soir dans un état un peu piteux, on dit pitoyable, oui. Je suis anglaise. Hein. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, je me suis sentie abandonnée. Déjà, je ne savais pas très bien où j'allais. Quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait personne pour nous accueillir. J'étais accompagnée par un ami et quand j'ai vu ma chambre, je me suis un peu effondrée. Et le lendemain, je commençais à prendre un petit peu pied parce qu'on n'a pas le choix. Et j'étais entourée de personnes comme moi-même, c'est-à-dire tous déracinés, tous perdus, tous en souffrance. Et surtout, toujours pas d'accompagnement. C'est quelqu'un de l'hôtel, je l'appelle A, qui m'a dit d'aller à la rue Beauvau.
Et c'est de là que j'ai commencé à rentrer dans la démarche des choses. Et j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi, soit il y avait un problème de langage, soit il y avait la honte, soit il y avait de la peur, parce que les sans-papiers, il y avait énormément de personnes. Je ne sais pas combien on était à l'hôtel, mais on était très nombreux. Il n'y avait pas de touristes, je pense. Et je me suis dit, on ne pouvait pas en rester là. Alors moi, je ne suis pas, je considère pas être une militante, mais aujourd'hui, je me dis, bon, tiens, tu prends partie de quelque chose, tu fais partie de quelque chose qui est collectif. Donc je me suis dit, avec mes moyens, j'allais essayer de trouver des mots. Alors c'est pas mon premier truc, trouver des mots. Moi, je suis illustratrice à la base, graphiste. Mais là, j'arrivais plus à dessiner, j'arrivais plus à rien faire. Donc j'ai commencé à raconter les choses. Raconter les galères de mes voisins, raconter le fait qu'il n'y avait personne, raconter le fait qu'il n'y avait plus de repas qui étaient distribués à un moment donné, raconter la cantine qui était coupée en deux, plein de choses, inside story. Pas les choses, parce qu'il n'y avait pas trop de journalistes, parce qu'on ne voulait pas qu'il y avait des journalistes, les directeurs d'hôtel, parce que voilà. Et donc, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, il y a eu la rue d'Aubagne. Mais je me souviens très bien où j'étais le jour où ça s'est passé et que j'ai eu mon rendez-vous de kiné le jour même et que j'étais effondrée, choquée, super triste, très. Et quand je rencontrais des gens, ils me disaient tous, mais tu viens de la rue d'Aubagne. Et je dis, mais non. Et quelque part, je me suis dit, est-ce que je peux avoir, comment dire, c'est pas la visibilité, mais est-ce que moi aussi je peux dire quelque chose? Donc j'ai un peu dit, oui, non, rue d'Aubagne, certes, mais il y a aussi d'autres quartiers, il faut qu'on en parle. Et donc, si on me permet, j'aimais bien lire un texte sur mon histoire d'amour avec la Belle de Mai, qui parfois est une histoire d'amour et de haine en même temps. Tu disais un petit détail, tu disais d'autres quartiers, et pour signaler que la Belle de Mai est le quartier où il y a eu le plus d'évacuations. Yeah. Alors qu'on pense tout de suite à Noailles, mais en fait c'est la Belle de Mai qui a eu le plus d'évacuations de délogement dans la ville, quoi. Petit à petit, après la rue d'Aubagne, je l'ai vu, les portes se fermer, les cadenas, les chaînes et tout ça. Donc, oui, j'ai fait un journal de bord presque, qui est intime, mais qui est aussi collectif et public. Oui, j'ai oublié. Alors, jour 339, 8 février 2020. Ma Belle de Mai, tu disparais sous les façades fissurées qui grimpent au ciel, telles des lierres affamés. Ta beauté s'efface sous un papier buvard, imbibé d'oubli politique et de négligence. Le temps passé, que restera-t-il de toi? Tu ne m'as pas séduite au départ, je te l'avoue, mais ton honnêteté, brute et visible, m'a touchée. J'ai senti ta pauvreté étouffante et injuste. J'ai arpenté tes trottoirs tachés de merde. J'ai croisé tes voitures au pare-brise éclaté, j'ai accéléré le pas devant tes garages douteux, mais j'ai appris à te connaître enfin sans crainte. Tu m'as tendu une main bienveillante et douce. Tu m'as offert un espace calme pour enfin grandir. Tu m'as offert une chambre entourée d'arbres et d'oiseaux. Tu m'as offert une vue sur l'imposante caserne du Muy. Tu m'as offert tes villas et maisons nichées sur tes buttes. Tu m'as offert tes jardins enchantés au coin des ruelles. Tu m'as offert tes impasses fleuries embaumées de parfums. Tu m'as offert tes contrastes, tes ombres, ton noir, ton blanc. Mais toi, ma Belle de Mai, que t'avons-nous offert? Abandonnée, tu t'es construite comme tu as pu. Tes tunnels sont tes entrées et sorties du monde. Tes routes mènent aux arcades souillées d'urine. Tes marées de fans descendent sans invitation l'espoir de voir leur star de soap marseillais. Mais toi, ta célébrité est moins glamour, n'est-ce pas? L'Europe t'a élu la reine de la pauvreté et de la misère. Une couronne portée tel un linceul de ta tête aux pieds. 339 jours plus tard, tes blessures béantes moisissent. Aucun soulagement pour tes tumeurs grossissantes. Arrêter la gangrène, amputer autant qu'on peut l'armée des experts convoqués en toute hâte. Ils te laissent ramper, ton ventre ouvert au regard de tous, ta dignité bafouée, ton amour-propre, un lointain souvenir. La rue Clovis-Hugues a donné naissance à nos détresses, nos histoires, nos vies,
et nos affaires abandonnées. Sans répit, je continue à compter chaque jour qui passe. Ces décomptes m'envahissent, le doute, la culpabilité, la honte. Ces sentiments m'habitent jusqu'à l'enfouissement. 2019, cassé, recollé à l'aveuglette par les doigts tremblants, ces surfaces rugueuses me la rappellent sans cesse. 2020, une vie passagère, un logement provisoire et quoi d'autre? Oh yes, l'ironie d'une reconstruction qui s'étend dans le temps. Et ça s'étend, toujours. Et encore, je pense qu'au jour 800 et quelques aujourd'hui, je suis... Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup, voilà. Sharon. J'en profite pour dire un truc, juste sur aujourd'hui, là, on discute autour de la présentation de cet ouvrage et on va conclure par ça aussi parce qu'il y a une exposition virtuelle qui est organisée par la bibliothèque de la ville de Marseille. Juste, on parle beaucoup de mémoire. Juste une précision que tu viens rappeler ou qu'Abid a rappelé tout à l'heure, c'est que pour tous les gens qui sommes ici, il ne s'agit pas que de mémoire au sens où on renvoie à un passé. C'est-à-dire que soit en tant que personne qui a été délogée ou comme on est voisin à Noailles ou ailleurs, c'est des mémoires qui sont extrêmement vivantes et qui sont vivantes d'une part par le trauma qui perdure du souvenir constant des événements, d'autre part aussi parce que politiquement, l'affaire n'est pas finie. C'est important de le rappeler là. Juste au moment où on enregistre la discussion aujourd'hui, les copains du collectif 5 novembre sont en discussion avec la mairie et la préfecture de Marseille pour faire respecter des droits qui ont été acquis de haute lutte sous l'ancienne municipalité et qui aujourd'hui sont remis en cause au fil des rediscussions avec les nouvelles institutions qui sont en place, le nouveau ministère, la nouvelle municipalité. J'espère évidemment que dans quelques semaines, on pourra considérer qu'on aura fait avancer les droits et la cause du logement digne à Marseille. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est instable, encore une fois. Donc c'est aussi ça fait partie aussi des mémoires institutionnelles, légales, normatives qu'on inscrit. C'est aussi des batailles politiques qui sont encore là et qui ne sont qu'un premier pas d'autres batailles politiques qui vont avoir lieu dans les 10 prochaines années, quoi. J'ai ça juste pour pas qu'on ait l'impression qu'on parle au passé, mais qu'on parle bien juste à un instant. Je peux juste... c'est même quelque part l'enjeu en fait, parce que ça fait le lien aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les personnes qui parlent de leur quotidien. Et en réalité, ce travail de mémoire, il est bien évidemment pour améliorer tout ce quotidien. Et enfin, du coup, voilà, je trouve que c'est... Alors du coup, on va terminer par Suzel. On a du coup là évoqué un large éventail de façons de décrire cette histoire à l'instant où ça arrive, de récits spontanés, intimes, littéraires, exprimés dans l'espace public avec les crieurs, etc. Et aujourd'hui, c'est aussi 2 ans et demi après, du coup l'invitation des bibliothèques de Marseille en sont une expression. Le travail que tu évoquais, Laura, avec le musée d'histoire de Marseille en est une autre. C'est que les institutions aussi, il y a une histoire qui s'écrit aussi au sein des institutions, une mémoire plus officielle. Tout ce travail-là, il permet de faire émerger ça d'en bas, des habitants, d'initiatives spontanées, et puis au fur et à mesure, on arrive à l'inscrire dans l'histoire légitime, celle qu'on retiendra, j'espère, dans 2 siècles et qu'on n'aura pas oubliée. Donc Suzel, tu as travaillé autour d'une exposition virtuelle qui va être diffusée sur le site des bibliothèques de Marseille. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Oui, juste dire que je ne pense pas que ce soit institutionnel comme travail. Parce qu'a priori, c'est plutôt l'Alcazar qui s'est saisi d'une initiative qu'on avait lancée. Mais que par contre, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a toujours un regard, et dans l'observation du présent et dans l'observation du passé, il y a un regard sur les institutions et ce qu'en ont fait les institutions. Voilà. Et c'est là où je pense que c'est intéressant d'essayer de prendre les choses autrement et que cet objet multimédia aussi, j'espère qu'il déjoue les postures institutionnelles et de communication qu'il y a souvent dans le multimédia et c'est des formes souvent très lissées. Et donc là, je dirais plutôt qu'il y a eu une logique de co-construction déjà entre nous
j'espère que cette première forme de web documentaire, après, va devenir vraiment aussi une forme de co-construction avec toujours plus les habitants de Noailles et toujours plus sur une réflexion des liens qui sont autour de nous. Et puis, effectivement, avec cette relation aux institutions, et qui est très intéressante, hein, parce que en fait, à un moment donné, je pense qu'il y a une base participative qu'il faut savoir réécrire, repenser, et que, heureusement, aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est une urgence de repenser les choses, et on n'est pas avec les institutions ou contre, mais essayer de faire des choses qui fassent avancer le schmilblick. Alors pour revenir au web documentaire, je dirais que c'est un outil. C'est un outil d'exploration qui se veut progressif. Là, c'est une première forme. C'est un état des lieux sur tout ce qui a été raconté, c'est-à-dire les initiatives des habitants, et de Noailles debout, mais aussi c'est au moment présent. Et effectivement, c'est un drôle de moment, ce moment présent, puisqu'on va dire que les dernières photos, on les a prises il y a 15 jours. Et qu'il s'agit en fait donc de photos panoramiques. C'est là sur le dispositif du web documentaire. Ce sont des photos à 360 degrés que l'internaute, la personne qui visite ce web documentaire peut passer d'une photo à l'autre, mais aussi d'un récit à l'autre. Et c'est là où moi je dis c'est vraiment un état des lieux sur une période très particulière qui est en fait cette période quand même du déconfinement, de l'urgence sanitaire, et qui fait qu'à un moment donné, les photos des rues et les récits parlent aussi bien d'une forme de lutte et de sublimation. Il y a beaucoup d'émotions et de choses, et qui ont aussi la difficulté de s'articuler dans une période où l'espace public, il était difficile à habiter, et que le collectif aussi était difficile à habiter. Et ça, c'est là où je crois que c'est important de le dire, parce que c'est pour ça que c'est un outil. C'est un outil qui parle d'aujourd'hui, effectivement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, quand je dis aujourd'hui, on va dire c'est depuis un an, de ce que j'ai filmé et enregistré comme son. Il y a des luttes, encore et toujours, parce qu'elles sont toujours plus nécessaires. Donc on voit effectivement un centre-ville pour tous, on voit un collectif du 5 novembre. C'est juste des images et des extraits. Il n'y a pas toute la teneur de tout ce qui est dit par chaque collectif. Mais c'est une forme de mosaïque. Et donc il y a de la lutte, il y a des manifestations, il y a du regard personnel, il y a le témoignage de Pascal aussi, qui lui avait présenté dans la première mouture de la rue du Musée, qui avait présenté ses chaînes, les chaînes qui l'empêchaient de rentrer chez lui puisqu'il avait été délogé, et qui ne pouvait rentrer dans son appartement qu'avec des policiers, avec des pompiers. Donc à travers ces chaînes, il y a tout un récit. Donc il y a beaucoup de choses, mais voilà, je suis complètement d'accord avec toi, Kevin, pour dire que c'est aussi du présent, que tout ça s'observe au présent, et que rien n'est gagné, mais que ce qui est assez motivant, c'est de voir qu'il y a des choses qu'on peut essayer d'esquisser, d'écrire, de tisser, et tous ensemble, et d'un quartier à l'autre. Moi, je suis des quartiers nord. Donc effectivement, dans le web documentaire, au début, j'ai pas pu m'empêcher de mettre je dirais le McDonald's l'après-midi, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a une réflexion qui se tisse dans ce kilomètre zéro des effondrements, mais qui se tisse aussi dans plein d'autres quartiers. Mais voilà, tout ça c'est en mouvement, tout ça c'est en construction, c'est aujourd'hui, et que c'est pas gagné, mais voilà, autant profiter de ce genre de tribune pour pouvoir évoquer ce qui est en train de se faire, et ce qui est souhaitable, heureux aussi, parce que bien sûr, c'est aussi sortir de quelque chose d'extrêmement lourd, et voilà, sortir des éboulis, pousser vers le haut, quoi. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un dernier mot de conclusion ? Alors, c'est pas un mot pour conclure, c'est peut-être pour ouvrir, pour dire que cette réunion ce matin, cette exposition que demande l'Alcazar, pour nous, ça constitue une sorte de premier jalon de cette création patrimoniale qu'on a intitulée Prendre place. Voilà, donc ça tombait bien de pouvoir parler de ce livre qui parle de la place du 5 novembre.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, merci à toutes les personnes qui sont passées pour raconter leur petite histoire et construire ensemble une grande histoire. Merci à l'équipe des bibliothèques, l'équipe technique et l'équipe d'organisation, Laurie, Valérie, qui nous ont donné carte blanche en fait, pour faire un peu ce qu'on voulait et un petit peu à l'arrache et discuter entre nous de tout ça et d'avoir un espace pour en parler. Merci à Laurent qui a beaucoup fait le chef d'orchestre comme bien souvent pour organiser tout ça. Et bien, à bientôt dans la rue. Merci.